Donc vous êtes sur ce webinaire qui va être consacré dans quelques instants à la présentation de l'appel à projet l'Odyssey, un appel à projet qui donc nous sera détaillé par l'ensemble de nos trois intervenants, qui sont donc Sébastien Haro, chargé de mission eau, agriculture et territoire à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Hélène Eginger, et j'espère que j'écorche pas votre nom. Ginger, mais c'est pas grave. D'accord, je suis désolé. Euh, donc de Ginger Blue, j'espère que je ne corche pas non plus le nom de la boîte, du bureau d'études. Et puis donc Simon Vescovi, psychologue social, responsable stratégie et projet à NF Études, donc le deuxième bureau d'études qui accompagne l'Adréal et tous les partenaires de ce projet Odyssey. Donc comme je vous le disais, on démarre dans quelques instants. Je me permets juste, puisque vous êtes dans le réseau Capter et que c'est donc le réseau Capter qui vous propose avec notamment donc l'Adréal ce webinaire. Je me permets juste une toute petite information avant de céder la parole à Sébastien Ouarou. Voilà, les ateliers de l'eau. Les ateliers de l'eau, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous prépare le réseau Capter début octobre, les 1er et 2 octobre 2024 à Cluny. J'aurai largement l'occasion d'y revenir dans les mois prochains. Et c'est donc consacré, comme vous le voyez, au partage et territoire, avec notamment un focus sur la gouvernance de l'eau et sur les récits et dialogues territoriaux autour de l'eau. Donc, c'est les rencontres Capter sous un format différent de ce que vous avez connu les années précédentes, avec 2 jours donc d'échange et de partage. J'y reviendrai, mais d'ores et déjà, vous pouvez donc noter les 1er et 2 octobre 2024 à Cluny, donc en Saône-et-Loire. Voilà, ça c'est pour ma petite information. Je vais céder tout de suite la parole maintenant à Sébastien Haro, donc chargé de mission eau, agriculture et territoire à l'Adréal Bourgogne-Franche-Comté, qui nous présente l'appel à projet l'Odyssey. Allô, bonjour à tous. En fait, merci pour votre participation et l'intérêt que vous portez un petit peu à cet appel à projet. Alors, je vous propose de faire cette présentation un petit peu en 3 temps. Quelques mots sur le contexte et puis les enjeux sur la Bourgogne-Franche-Comté. La présentation de ce qu'on attend, enfin un petit peu de l'appel à projet sur les conditions d'éligibilité, ce qu'on attend de l'appel à projet, et les modalités pratiques de candidature que vous retrouverez en ligne sur notre site, et puis les questions et enfin les questions, mais ça ce sera après les interventions également de Hélène et de Simon du bureau d'études. J'entrecouperai aussi au sein dans la présentation une petite vidéo qui présente un petit peu le travail qui a été fait sur une des collectivités qui a postulé sur l'Odyssey. Alors, concernant un petit peu le contexte qui tourne autour de l'appel à projet, on resitue un petit peu les captages prioritaires. Donc, en France, on a à peu près on a 1000 captages prioritaires sur lesquels qui ont été classés suite au Grenelle de l'environnement et de la conférence environnementale en 2013. On a sur ces 1000 captages prioritaires en Bourgogne-Franche-Comté, on en a 136 qui sont répartis un petit peu sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, mais répartis comme vous voyez sur la carte. En fait, on a deux tiers des captages prioritaires qui sont sur Lyon, la Côte d'Or et la Haute-Saône principalement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le classement de ces captages prioritaires, il y a une vingtaine d'années de travail qui ont été effectués par les collectivités sur ces territoires pour améliorer la qualité de l'eau. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même des difficultés de reconquête de cette qualité. Et on a commencé à réfléchir un petit peu à savoir comment mettre en place une nouvelle façon de travailler et d'expérimenter une démarche qu'on a nommée aujourd'hui l'Odyssey. Cette démarche, un petit peu, elle découle du PRSE 3, qui est porté par l'Agence régionale de la santé et qui a été qui a une continuité aujourd'hui sur le PRSE 4, 2023-2027, et qui permet d'accompagner les collectivités sur ce dispositif-là. Alors, l'Odyssey, ce qu'on appelle l'Odyssey, ce n'est pas une démarche qui est réglementaire, qui a pour but de remplacer, d'imposer quelque chose. C'est vraiment une démarche collaborative avec les collectivités et puis l'ensemble des partenaires. Mais c'est une démarche qui ne se veut pas remplacer toutes les démarches qui ont été entamées aussi par les collectivités. C'est vraiment
une démarche qui cherche à accompagner en fait les démarches qui sont mises en place par l'ensemble les collectivités dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'eau. Alors, les ingrédients qui se cachent un petit peu derrière l'Odyssey, donc ce qu'on a essayé aussi de mettre en avant sur ces démarches territoriales, c'est avant tout une démarche qui est portée par les élus. L'élu, donc, qui est au cœur de cette démarche d'amélioration de la qualité de l'eau, et appuyé avec tous ces services techniques qui pourraient accompagner la démarche. Ça, c'est l'un des premiers critères et puis ingrédients qui fait fonctionner un petit peu cette démarche-là. Le deuxième un petit peu élément de cette démarche, c'est une démarche qui est non descendante, qui provient du territoire, donc des acteurs du territoire, et c'est on va chercher les besoins, les enjeux du territoire spécifiquement. Et dans ce cadre-là, on va construire avec le territoire un petit peu une feuille de route avec les acteurs qui souhaitent en fait se mobiliser dans le cadre de cette co-construction d'action. Le troisième petit peu d'ingrédient qui permet de mettre en place cette action-là, c'est l'échelle de l'action. On s'aperçoit que sur une action essentiellement sur l'aire d'alimentation de captage ne suffit pas, et cette action a vocation à avoir une dimension beaucoup plus large et permet d'avoir une action plus dans le développement économique, une réflexion sur le développement des filières, et c'est pour ça qu'on a une échelle d'action qui est à l'échelle de la collectivité, donc d'un bassin de vie, et qui permet d'avoir une action beaucoup plus élargie sur les actions à mener et d'accompagner des meilleures actions sur l'amélioration de la qualité. Le quatrième ingrédient qui est aussi pourrait permettre en fait d'améliorer, d'avoir des actions concrètes, et c'est développer une vision transversale en fait sur la qualité de l'eau, notamment en intégrant un certain nombre d'aspects, les aspects sanitaires, économiques, sociaux et environnementaux. Donc c'est une vision multisectorielle c'est une approche multisectorielle qui englobe un petit peu tous les projets qui pourraient être portés au sein de la collectivité. Et le dernier point un petit peu sur cette démarche, hein, qui est expérimentale et innovante, en fait, c'est l'inscription. Enfin, ça s'inscrit également dans la durée, malgré tout, avec des actions qui sont court, moyen terme et long terme. Donc ça se veut une certaine continuité dans l'action de cette démarche-là. Ce que je vous propose par rapport à cette démarche-là, c'est de voir un petit peu ce qui a été fait également sur un petit reportage qui a été fait par la France 3 sur l'Odyssey, et qui a été réalisé en 2022 suite à la signature d'une charte de partenariale autour de ce projet-là. C'est dans ces champs que tout pourrait bien se jouer dans les années à venir pour en finir avec le problème des pesticides dans les captages d'eau potable. Cet agriculteur fait partie de ceux qui ont choisi de changer leurs pratiques. En tant qu'utilisateur, pour nos animaux, pour nous, pour nos cultures et pour nos concitoyens, donc c'est là où on a besoin de la qualité de l'eau. Une qualité qui n'est pas toujours au rendez-vous. Jusqu'à présent, les actions étaient limitées à certains captages dits prioritaires, mais ce n'est pas suffisant. Sur les 9 captages d'eau potable du Sud Territoire, celui de Saint-Dizier est fermé depuis août 2019 à cause de la présence des pesticides. Quant à l'eau potable du captage de Groune, il a fallu une dérogation préfectorale en avril 2022 pour continuer de l'utiliser. Elle ne respecte pas les qualités fixées par l'ARS et donc par le Code de la santé pour la consommation humaine. Voilà. Et pourquoi donner une dérogation plutôt que fermer en fait ?
À ce jour, on n'a pas... Parce que déjà, le fait que ça soit dangereux pour la santé n'est pas avéré. Et de plus, on n'a pas d'autres sources à l'heure actuelle d'approvisionnement en eau pour cette population. Pour obtenir des résultats, la collectivité a décidé de changer de méthode. Elle a recruté une spécialiste. La Chambre d'agriculture a aussi embauché 2 salariés qui consacrent tout leur temps à ce projet sur l'ensemble de la communauté de communes. Ici, on essaye vraiment de remettre également du lien entre les agriculteurs, les consommateurs locaux, les industriels, et d'être dans quelque chose qui soit de la concertation, qui soit vraiment aussi quelque chose qui est ascendant et pas descendant, et qui implique vraiment les agriculteurs de façon constructive. Et en fait, c'est pas une action ponctuelle pour résoudre un problème, c'est vraiment d'inscrire cette action dans la durée. Première brique à l'édifice, une charte a été signée avec les agriculteurs. Quant aux services de l'État, cette innovation est aussi pour eux une révolution. Là, on essaye de prendre un peu de recul et de mettre tout le monde autour de la table, comme si on avait une feuille blanche, et de se dire comment est-ce qu'on peut écrire des solutions pour répondre au problème de la qualité et de la quantité de l'eau. Si cette expérimentation baptisée l'eau d'ici permet de préserver l'eau du robinet, elle sera proposée à d'autres communautés de communes de la région ou de France. Bastien. Voilà, donc c'est l'expérience qui a été menée dans le cadre de l'Odyssée sur la CCST dans le territoire de Belfort. Donc là, sur ce qui a été dit dans le petit reportage, c'est un petit peu j'ai essayé de le concrétiser, le mettre sur un calendrier. Donc comment mettre en place un petit peu cette démarche et comment on le perçoit, et comment aussi ça vous donne une idée un petit peu des besoins et de ce qu'il y a à faire en fait par rapport à cette démarche qu'on met en place. Alors il y a sur cette démarche, j'ai distingué, alors c'est à la fois une représentation, un schéma qui englobe un petit peu la méthodologie et puis qui s'intègre dans un calendrier. Donc j'espère que c'est suffisamment clair mes explications. Excuse-moi, mais même si c'était pas clair comme ça à l'écran, bien entendu, l'ensemble du webinaire sera sur le site d'Alter. Donc, il y aura tout le loisir de pouvoir apprécier ces informations plus tranquillement. D'accord, très bien. Donc, on a sur ce schéma, en fait, j'ai séparé en fait 2 phases, une phase un petit peu d'état des lieux, de diagnostic et d'atelier de concertation. Donc, c'est vraiment une première phase en fait de comment connaître un petit peu le territoire et de visualiser. Donc là, ces 2 parties sont bien entendu accompagnées. C'est un accompagnement de la collectivité pour un petit peu déterminer un petit peu les besoins, les enjeux, et voir comment mettre en place, comment déterminer les actions à mettre en œuvre dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'eau. Donc, dans un premier temps, enfin, au-delà de la convention qui est mise en place avec l'État et la collectivité, on a un travail d'état des lieux de diagnostic et des ateliers de concertation qui sont mis en place dans cette première phase qui dure à peu près, j'ai mis à peu près 6 mois, mais c'est un schéma qui peut être réadapté et adapté en fonction des collectivités. Cette première phase, en fait, elle vise aussi elle est concrétisée par la mise en place d'une feuille de route, donc un ensemble d'actions qui sont déterminées par les ensembles des acteurs et portées par la collectivité pour améliorer la qualité de l'eau. Suivi par la suite d'une signature d'une charte partenariale avec tous les acteurs qui sont concernés et qui ont envie d'être concernés par cette démarche-là. Et une deuxième phase qui est plus dite opérationnelle, dans laquelle les actions qui ont été déterminées par l'ensemble des partenaires et par la collectivité sur ce projet-là, de mettre en place les actions qui ont été déterminées. Grosso modo sur la deuxième année de travail sur ce dispositif-là. Pour coordonner et gouverner ce dispositif-là, ça reste assez traditionnel, donc la mise en place de COPIL, de COTED, de groupes techniques.
Mais ça se veut assez flexible et adaptable en fonction voilà, du contexte et de la collectivité qui pourrait mettre en place ce dispositif-là. Voilà, diapo, voilà. Concernant sur les bénéficiaires et les projets éligibles. Donc, les bénéficiaires, on a ciblé essentiellement les EPCI implantés en Bourgogne-Franche-Comté et ayant soit un ou soit plusieurs captages prioritaires sur son territoire. Donc, sur les projets éligibles, donc c'est ceux voilà, c'est les projets qui mobilisent à l'échelle du territoire tous les acteurs du territoire susceptibles d'apporter leur contribution à la construction d'un projet en faveur de la reconquête de l'eau. Donc là, en fait, c'est tous les ingrédients les projets qui englobent tous les ingrédients que j'ai cités tout à l'heure un petit peu pour mettre en place l'accompagnement de la qualité de l'eau. Donc ça veut dire que tous les projets peuvent être éligibles en fait s'ils intègrent tous les éléments de projet de l'Odyssée. Voilà. Donc le projet, les modalités d'aide. Alors on a deux types d'aide. Donc une aide financière directe à la collectivité. Donc 10 000 € qui permet d'accompagner en fait la mise en place de l'Odyssée sur le territoire, en particulier voilà tous les frais annexes qui pourraient être engendrés par la collectivité qui sont financés par ça. Donc c'est une aide financière, une subvention à la collectivité pour ces dépenses qui sont engendrées par la mise en place de l'Odyssée sur le territoire. Et la mise à disposition de 2 bureaux d'études qui vont s'exprimer tout à l'heure pour expliquer un petit peu leur intervention. Donc, en marketing territorial et un bureau d'études en sciences comportementales à disposition des collectivités pour les accompagner à la mise en place de ce dispositif-là sur leur territoire. Donc, les différentes étapes de l'appel à projet. Donc, l'appel à projet est paru dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars. Donc, c'est une démarche qui est relativement courte. On peut l'entendre. Donc, les dates importantes, donc il y a deux phases un petit peu de la remise un petit peu des dossiers. Donc, la première, c'est le dépôt de la lettre d'intention, donc le 3 mai. Donc, c'est pas très loin. Donc, après cette lettre d'intention, on a un dépôt du dossier le 3 juillet 2024. On a une phase de sélection qui se fera au mois de juillet 2024 et puis des signatures de conventions pour les collectivités qui sont éligibles et qui ont été sélectionnées jusqu'à septembre 2024. Donc voilà un petit peu le calendrier assez court a priori sur cet appel à projet-là. Donc par rapport à la candidature, à chaque candidature, donc il y a une grille d'évaluation qui a été mise en place et vous le retrouvez bien entendu sur le règlement. Mais là je le détaille un petit peu plus. Donc sur l'ensemble du dossier qui va être déposé par les candidats, on va juger un certain nombre. On va juger un certain nombre de critères qui nous permettent de sélectionner les collectivités. Donc, un des critères qui est indispensable pour la candidature, c'est l'ancrage, le portage politique qui est indispensable, bien entendu, pour cet appel à projet et qui permet de mettre en avant l'implication en fait, de la collectivité sur ce dispositif-là. Quand je dis aussi engagement en portage politique, c'est aussi l'envers aussi du service technique aussi qui porte un petit peu aussi cette démarche-là. Donc on a une deuxième critère d'évaluation donc sur l'approche un petit peu sur l'approche et la méthodologie qui donc des projets qui englobent un petit peu la façon la vision un petit peu que la démarche de l'Odyssée. Donc est-ce que l'ambition qui sont au regard des actions qui ont déjà été menées,
est-ce qu'ils ont été supérieurs ou améliorés par rapport à ce qui était initialement fait? La pertinence un petit peu du projet qui sera pris en considération notamment par rapport à la collaboration et l'intégration en fait des acteurs du territoire sur ce projet-là. Donc le multi-acteurs et la participation de tous les partenaires sur ce dossier-là. La prise en considération de tous les enjeux, en fait, que ce soit sur les aspects environnementaux, santé, agricole, filière économique, et évidemment tous les dossiers que pourraient être portés par les collectivités en termes de réponse à d'autres appels à projets, notamment bas niveau d'intrants, qui pourraient être intégrés en fait au sein de cet appel, de ce projet de territoire. Un projet qui démontre aussi un petit peu la synergie qui est développée ou qui pourrait être développée est mise en place dans le cadre de cette démarche-là, notamment le lien avec les PAT qui sont portés souvent par les collectivités, ou les stratégies foncières qui pourraient aussi accompagner ce type de démarche, de voir un petit peu quelles sont éventuellement déjà l'avancée en fait des collectivités qui ont réfléchi un petit peu à intégrer et à faire le lien entre toutes les démarches qui sont portées par la collectivité ou pas encore, bien entendu. Le quatrième critère, un petit peu faisabilité, c'est de voir un petit peu identifier si par rapport à ce que propose en fait la collectivité, c'est de voir est-ce que le projet en soi est faisable et tous les moyens nécessaires à mettre en place un petit peu le projet, que ce soit des moyens éventuellement financiers ou des questionnements ou des envies particulières sur les moyens humains, moyens matériels nécessaires pour accompagner la mise en place de ce projet. Et les contraintes qu'il peut y avoir aussi par rapport à ça. Donc la pertinence, tout clairement, c'est est-ce que le projet par rapport de la candidate correspond un petit peu aux objectifs de l'appel à projet et de ses priorités, donc la qualité, la clarté du montage du projet à l'échelle du territoire de la collectivité. Et enfin, dernier critère, un petit peu de capacité, enfin de voir un petit peu dans comment la collectivité se voit dans le calendrier de construction de ce projet-là, et est-ce qu'elle a identifié, est-ce qu'elle est dans ce même schéma un petit peu de calendrier. Donc, en termes de praticité, de modalité pratique de candidature, le dépôt entièrement dématérialisé. Donc, il y a 2 étapes. Donc, la lettre d'intention qui est à transmettre au plus tard le 3 mai. Donc, par courriel, donc à l'adresse indiquée. Voilà. Et puis, le deuxième, le dossier à déposer le 3 juillet. Qui est un dossier, qui est un formulaire en ligne, qui est à saisir sur la démarche en ligne. Donc, c'est un formulaire que vous pouvez retrouver sur notre site, et c'est une démarche qu'il faut s'inscrire sur la démarche en simplifié. Il faut créer son compte et saisir, ça prend à peu près une demi-heure à peu près à saisir le formulaire, et c'est dans ce formulaire que vous allez créer le dossier de candidature. Voilà un petit peu. Donc toutes les informations rattachées à l'appel à projet, ils se retrouvent sur notre site internet. Alors tous les modèles, donc les lettres d'intention se retrouvent sur notre site. Vous pouvez le télécharger et puis et compléter le document et puis le renvoyer avec les pièces qui sont nécessaires, notamment pour la lettre d'intention. Alors il y a la lettre d'intention et puis éventuellement une planification du passage de ce dossier-là dans un conseil de validation pour ce projet de la collectivité. Une délibération de la collectivité. Le deuxième, on peut télécharger aussi le formulaire de demande qui sont en PDF ou l'avoir directement sur la démarche en ligne, et vous pouvez télécharger également le règlement, chose que peut-être que vous avez déjà fait. Donc si vous avez d'autres des renseignements, donc
pouvez directement m'appeler également aussi ou m'envoyer des mails si besoin sur les diverses questions. Si vous ne les posez pas aujourd'hui ou si vous avez d'autres questions par rapport à ça, de pouvoir m'appeler directement soit par mon mobile ou soit par mail sur l'adresse qui est indiquée. Voilà un petit peu la présentation. Je crois que j'ai à peu près terminé. Donc, je peux laisser la parole avec au bureau d'études et qui permet d'accompagner, qui accompagne la démarche sur l'Odyssey. Alors, des bureaux d'études qui sont financés entièrement soit par l'ARS, notamment Ginger Blue, et par l'ADREAL, le bureau d'études ADF Études pour les sciences comportementales. Donc voilà, je te laisse la parole, Hélène. Merci pour l'écoute. Hélène, avant que vous preniez la parole, on fera l'ensemble des questions-réponses à l'issue des présentations donc de Ginger Blue et puis de NF Études. Comme ça permettra d'avoir un tir groupé, pardonnez-moi l'expression, mais de l'ensemble donc des questions à l'issue des 3 présentations. Je vous laisse la parole, Hélène. Merci Sébastien, merci Antoine et merci à tous de m'accueillir aujourd'hui. Donc je suis Hélène Anginger du cabinet d'études Ginger Blue. On est effectivement mandaté par l'ADREAL et l'ARS pour vous accompagner sur un des volets un peu innovants de ce dispositif, qui est la partie marketing territorial de cette démarche L'Odyssey, qui est une démarche innovante. Je vais commencer par présenter un peu le cabinet. Donc, on travaille très essentiellement ou très strictement même sur des sujets de communication publique. On a essentiellement des collectivités, des institutions et des régions comme partenaires. On a une très forte expertise dans le secteur de l'eau et l'assainissement et dans les énergies renouvelables. On travaille aussi beaucoup sur des sujets d'agriculture. Donc, c'est le cas pour la région PACA, avec lesquelles on a mené un projet de collaboration sur la mobilisation pour une alimentation durable. On est l'agence qui travaille avec Haute-Paris, qui est la grande régie publique de la ville de Paris. On travaille avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Je crois qu'on a un représentant parmi vous aujourd'hui. Depuis assez récemment, on s'occupe des relations presse. On est implanté aussi sur le territoire puisqu'on travaille depuis très longtemps avec Dijon Métropole sur des sujets de transition écologique. Et on travaille plus globalement sur des sujets d'eau, c'est ce que je viens de dire. Donc, on a une forte appétence sur ces sujets qu'on connaît très bien. On connaît très bien les écosystèmes. Voilà. Dans le cadre de la démarche qui nous intéresse, la démarche L'Odyssey, ce que je tiens à souligner, c'est que c'est vraiment une démarche qui est particulièrement innovante. Moi, j'ai tendance à parler d'appel à la mobilisation L'Odyssey, parce que l'idée, c'est de proposer aux élus et aux acteurs du territoire que vous êtes, que vous représentez, d'agir en faveur de la reconquête de la ressource en eau, mais en bénéficiant de nouveaux moyens et de nouvelles méthodes, dont le marketing territorial fait partie et dont, évidemment, les sciences comportementales font partie également. C'est ce que vous présentera Simon tout à l'heure. Mais vraiment, c'est un espèce de pas de côté qui est proposé de manière assez intéressante, je dois dire, puisque nous, ça fait très longtemps qu'on travaille sur ces sujets d'eau. C'est une démarche qui est particulièrement intéressante et qui est menée par l'ADREAL et l'ARS pour essayer de changer un peu de perspective et de trouver de nouvelles solutions en ayant une approche vraiment de collaboration et de co-construction au plus proche des territoires concernés et en sortant même des espaces géographiques qui sont habituels. Donc, voilà, c'est une approche qu'on soutient fortement. Vous l'avez compris, Sébastien vous l'a dit tout à l'heure, notre participation dans le cadre de cet appel à projet, c'est une participation, une collaboration qui est entièrement financée. C'est-à-dire vous n'aurez pas à nous financer par ailleurs, puisque c'est une prestation qui est déjà inclue dans le projet que vous allez mener dans le cadre de l'Odyssey. L'idée, c'est notre travail, ça va être de valoriser la feuille de route. Donc, la feuille de route, c'est vraiment la mise en œuvre, enfin, la pensée opérationnelle qui rassemble l'ensemble des acteurs pour améliorer la qualité de l'eau. Et nous, on va la valoriser, cette feuille de route, pour que tout le monde s'en saisisse. Et puis, il y a aussi, bien sûr, l'idée qu'on va mobiliser les parties prenantes. Les objectifs,
auxquels on va répondre, c'est ceux qui sont écrits, mais alors on va essayer de constituer un discours qui colle à la réalité de vos territoires pour essayer de porter une vision politique ambitieuse. Sébastien l'a dit, sur le plan opérationnel, il faut une mobilisation politique forte. On sait aujourd'hui que ça ne suffit pas d'avoir, de cibler les acteurs qui sont directement concernés. Il faut d'abord une vision politique et une ambition forte, et aussi une mobilisation plus large que les principaux acteurs concernés, et notamment les citoyens eux-mêmes. L'idée, c'est qu'on crée une dynamique territoriale autour de ces enjeux, mais même plus que ça, c'est-à-dire il ne faut pas que ce soit simplement une contrainte, cette mobilisation autour des enjeux de l'eau, il faut aussi que ce soit un levier d'attractivité. Aujourd'hui, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que l'eau est au cœur de toutes les inquiétudes, mais aussi le centre d'intérêt de tout le monde. On en entend parler presque quotidiennement, notamment évidemment sur les pollutions, mais aussi sur la sécheresse, etc. Donc, c'est un élément extrêmement saillant, plus que jamais, en tout cas moi personnellement, plus que les 20 dernières années de travail que j'ai fait sur ces sujets d'eau. Donc, ça peut devenir pour les territoires un élément d'attractivité et de développement économique. En tout cas, c'est l'ambition qu'on va porter ensemble. Et puis, créer évidemment les conditions favorables pour convaincre, parce qu'évidemment qu'il va falloir aller mobiliser largement les agriculteurs. Ce n'est pas les seuls, mais c'est aussi ce qu'il va falloir aller mobiliser. Donc, voilà les objectifs de la démarche. On va intervenir souvent en deux aspects, une stratégie d'engagement pour aller mobiliser l'écosystème et une stratégie de promotion du territoire, c'est ce que je viens de dire, pour encourager les collectivités, mais plus largement les acteurs de l'eau, à faire de la ressource en eau et de la qualité de la ressource en eau un levier d'attractivité. L'idée, c'est pas de plaquer des modèles, c'est vraiment la manière dont se fait cette approche avec l'Adréal et l'approche collective qu'on a au sein de cette démarche qu'on porte. C'est pas de plaquer des modèles, c'est au contraire de les ajuster et de les adapter à chaque réalité du territoire. Et c'est ça qui est extrêmement important. Pour que ça fonctionne, on sait qu'il faut qu'il y ait une appropriation locale qui soit faite. Et donc, on ne va pas vous coller des modèles en disant c'est ça qu'il faut faire. A priori, on n'a pas de solution miracle, mais on va l'inventer ensemble. C'est un peu ça l'idée, et on va l'inventer en fonction de vos besoins. Donc, on va, pour ça, slide suivante, Antoine, s'il vous plaît, accompagner les collectivités volontaires. Dans plusieurs démarches, on va d'abord identifier les leviers pour permettre de susciter l'adhésion locale. On va élaborer un discours adapté, c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt, au niveau local pour chaque territoire. L'idée, c'est de susciter l'engagement, qu'on se reconnaisse dans ce projet, chacun en tant qu'acteur du territoire, et puis de définir un plan de communication et de marketing des collectivités engagées dans le dispositif. Il faut qu'on en tire bénéfice de cet engagement dans ce projet de l'Odyssée ou de ce changement de comportement. Donc, il faut que les acteurs puissent valoriser le changement de l'action et l'action publique elle-même. Il faut que les élus puissent en tirer parti. La mise en œuvre du plan de communication, ça se traduit comment? On va définir un plan d'action. Donc, à l'issue, Simon va vous le détailler, mais il va y avoir un accompagnement de co-construction sur la partie feuille de route. Et nous, on va évidemment coller au plus près de la feuille de route qui va être définie pour développer ce plan d'action de marketing territorial qui va soutenir et accompagner la mise en œuvre, la mise en application de ce plan d'action. Donc, on va s'appuyer sur les axes qui sont définis par la feuille de route. On ne va pas, à nouveau, l'idée, ce n'est pas du tout de coller des modèles, mais au contraire, que ce soit très ajusté sur la réalité. Et le calendrier lui-même, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on travaille ensemble avec les acteurs qui sont impliqués. Pour ça, on met en place une méthode avec des points réguliers, on fait des points d'étape entre partenaires et avec, évidemment, les acteurs impliqués. Donc, la communication, elle est co-construite autour de grands rendez-vous. On sait maintenant, par la petite expérience qu'on a des deux collectivités passées, que même si elles ont essuyé des plâtres et ce n'est pas forcément le modèle évident qu'on va appliquer, mais ça nous a permis d'étourer un peu ce qui marche et ce qui marche moins bien. Donc, on sait qu'il y a des grandes étapes qui sont nécessaires dans cette démarche sur le plan de la communication et du marketing territorial, et notamment
un temps de communication spécifique avec les élus et les ambassadeurs de la démarche, une phase de lancement du projet pour mobiliser autour de la signature de la charte et des opérations qui intègrent les citoyens à ce projet et à cette ambition. Et évidemment, on a des échanges réguliers pour permettre d'avancer ensemble avec l'ensemble des parties prenantes. On a des échanges qui sont programmés pour faire le point sur les avancées, une mise au point, une mise en commun des difficultés pour ajuster les actions et le planning, et des modalités de circulation d'informations et de partage entre les parties prenantes. C'est toute l'idée aussi des modalités de travail qui doivent être mises en œuvre dans le cadre de l'Odyssée, qui est vraiment une démarche innovante, collaborative et de co-construction. Voilà. Merci à tous et à votre disposition à la fin de ces échanges pour répondre à vos questions. Simon, je te laisse la parole. Oui, merci. Effectivement, je vais terminer rapidement pour évoquer du coup plutôt le volet accompagnement au changement et sciences comportementales comment dire, dans les disciplines qui sont mobilisées, qui sont mises à disposition en tout cas. Donc, on peut passer à la slide d'après. Donc, l'idée, sur nous, côté NF Études, c'est vraiment l'accompagnement au changement en s'appuyant sur ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences comportementales, mais en gros, toutes ces disciplines euh, en sciences humaines et sociales, donc les sciences cognitives, la psychologie, etc., qui visent à essayer de mieux comprendre les processus de décision et les comportements. Et du coup, l'idée, parce que on est vraiment dans une démarche qui vise à construire une feuille de route qui permette, ou en tout cas qui accompagne des changements de pratique, des changements de comportement, des changements de perception, que effectivement on s'appuie sur ces connaissances scientifiques, académiques, qu'on croise à des connaissances évidemment de terrain, j'y reviendrai rapidement, mais qu'on offre cette compréhension un petit peu des enjeux de changement de comportement et que du coup ça permette d'adopter ou en tout cas à la fois de regarder de façon un tout petit peu différente peut-être les problématiques et de venir mobiliser à la fois des leviers et des modes d'action qui soient un petit peu différents et qui s'appuient sur ces dimensions psychosociales. Donc sans rentrer dans le détail, hein, mais c'est à la fois la façon qu'on a de penser, les motivations, comment on traite de l'information, comment on la mémorise, comment on la retient, donc tout ce qui est aussi les biais cognitifs, etc. Et l'idée est vraiment de s'appuyer sur tout ça. Et de façon un peu plus précise, on peut passer à la diapo d'après, c'est de se dire aussi que l'enjeu est aussi de se dire comment est-ce que ça peut permettre d'adopter une approche un peu globale et de se dire que ça aide aussi à cibler de façon un petit peu différente les actions qu'on va concevoir, le type de discours qu'on va décliner. Hélène le disait aussi dans la communication éventuellement, c'est-à-dire comment on va aller chercher des cibles un peu différentes au-delà des caractères techniques, etc., qui sont aussi comment dire, les profils quelque part qu'on connaît dans les questions d'accompagnement au changement. Il y a ceux qui se posent même pas la question, qui sont très éloignés du sujet, ceux qui sont un peu hésitants, qu'il faut aider à passer à l'action, ceux au contraire qui sont déjà engagés. Et c'est aussi comment on maintient ces dynamiques et ces engagements de manière un peu plus durable. Et du coup, l'idée, c'est à la fois d'aider à identifier ces profils-là, d'essayer de lier aussi des leviers à ces différents profil et que du coup la feuille de route qui soit construite soit effectivement construite à partir de ces dimensions-là et permettre d'adresser un petit peu l'ensemble de ces profils, qu'il s'agisse, et c'est important, et Sébastien le disait, évidemment de public d'agriculteurs, mais pas que, c'est aussi tous les autres acteurs qui gravitent autour de ces sujets-là, que ce soit des industriels, mais aussi éventuellement le grand public qui a évidemment un rôle à jouer là-dedans. Et du coup, pour faire ça, on pourra s'appuyer sur tout un tas de modèles. Je rentre pas dans le détail, mais on a des modèles scientifiques qui permettent de proposer au moment où on va travailler à la fois la construction de cette feuille de route, mais aussi sa mise en œuvre, un certain nombre de dimensions dans lesquelles on pourra s'inscrire et dont on sait qu'elles ont cette capacité à engager des changements de comportement, soit des petits comportements, soit des comportements plus importants, et surtout à les engager à les engager dans le temps. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres, mais c'est important parce que l'enjeu aussi de cette démarche, que ce soit sur les volets techniques ou de sciences comportementales ou toutes les autres disciplines et expertises qui sont mobilisées, c'est aussi de vous permettre de monter en compétences, de vous approprier ces choses-là et que ça permette aussi derrière de nourrir les actions que vous pouvez avoir. Donc c'est aussi une logique de pédagogie et de vous partager ça. Et ça, du coup, ça s'inscrit aussi dans
dans des étapes. Les démarches en sciences comportementales suivent des étapes, et donc notamment, c'est une fois que la feuille de route est prête, c'est aussi comment on la met en œuvre et comment on se donne les moyens à la fois de concevoir les actions, mais aussi de les expérimenter. Et donc ça, il y a toute une méthode qui est calée, dont on connaît les étapes, dont on maîtrise les enjeux, les principes, etc., propres à chacune de ces étapes, et qui sont à la fois comment on définit les problèmes qu'on va cibler, mais comment on les définit de manière très précise et de manière comportementale. Ensuite, comment on se donne les capacités d'aller explorer, d'aller faire un diagnostic qui permettent de comprendre tous ces freins et tous ces leviers psychosociaux que j'évoquais. Et puis ensuite, comment on conçoit des actions qui prennent aussi pleinement appui sur ces dimensions psychosociales et cognitives. Donc c'est pas tant l'originalité des fois des actions qui vont faire la différence, que la façon dont on les construit et le fait qu'on vienne y intégrer dedans des leviers très spécifiques. Et puis un dernier volet qui est important, qui est la question de l'expérimentation. La démarche a vocation aussi à permettre de se donner les moyens d'aller évaluer les actions qu'on va déployer, qu'on mettra en œuvre suite à la feuille de route. Évidemment, sur les enjeux comportementaux, est-ce qu'on améliore la qualité de l'eau? Est-ce qu'il y a moins de pesticides qui sont utilisés, etc. Mais aussi sur des dimensions cognitives et psychologiques. On voulait transformer le rapport au territoire. Est-ce qu'on a réussi à le transformer, et que ça permette aussi voilà, d'avoir des retours et de comprendre l'impact qu'auront les actions qui sont déployées sur le territoire. Juste quelques exemples, ça c'est aussi ponctué, et c'est important pour nous. C'est des choses aussi très concrètes, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble d'outils, tout un ensemble de supports, à la fois par exemple pour construire cette feuille de route, pour faire aussi collectif, et des fois c'est aussi l'enjeu, hein, comment on renoue le dialogue, mais aussi tout un tas de supports. Ce que vous voyez à droite, par exemple, sont des choses qui ont été expérimentées sur les territoires engagés dans la démarche. Donc, c'est-à-dire que ça produit des choses très concrètes, appuyées sur ces dimensions plus théoriques, plus scientifiques, on va dire, mais qui sont vraiment mises au service de l'application et ancrées du coup dans les réalités du terrain, qui prennent appui sur la réalité des paysages, des enjeux de vos contextes, des dynamiques aussi en cours sur le territoire. Et puis je terminerai comme ça en 30 secondes, juste pour dire que c'est des choses qui se déploient très largement, et que aujourd'hui on sait comment ça se passe, on les maîtrise. Il y a tout un tas de choses qui sont très bien calé. J'évoquais les méthodologies, etc. Et notamment dans le champ dans le champ des politiques publiques. Nous, on intervient quasi exclusivement dans le champ des politiques publiques, et c'est pris à tous les échelles, à la fois sur des grosses institutions internationales, mais aussi en France. Le gouvernement a sa propre équipe qui applique les sciences comportementales au quotidien, et aujourd'hui, il y a énormément de collectivités, de métropoles, de départements, de régions, etc., qui sont engagés dans dans ces démarches-là, et qui font l'objet de démarches d'innovation publique qui sont importantes, et qui sont voilà, qui évoluent progressivement, et qui sont adressées à tout un tas de sujets, évidemment sur l'eau. Et nous aussi, on a une expertise particulière sur l'eau au travers de tout un tas de projets qu'on a pu mener. Donc ça veut dire que ça permet aussi de s'appuyer sur toutes ces expériences, et de garder cette vue d'ensemble de ce qui se passe sur le territoire, et de participer aussi à l'application de ces différentes approches. Et je crois que c'était ma dernière diapositive. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. On va pouvoir passer, comme l'indique cette slide, donc place aux questions. J'ai eu 3 questions qui m'ont été posées et que vous avez peut-être pu voir à votre écran, je ne sais pas, en tous les cas, par Stéphane Parra, donc du département du Doubs. Peut-être que je peux les poser à sa place. Ces 3 questions, il y avait d'une part, la démarche l'Odyssée s'apparente-t-elle à une démarche de sécurisation AEP? Ensuite, la démarche peut donc englober un captage prioritaire et d'autres non prioritaires. Et la démarche est également finançable par l'Agence de l'eau en complément, point d'interrogation. Oui. Alors sur la première question, en fait c'est une démarche. Oui, je dirais pas que c'est une action en tant que telle. Je dis par exemple la démarche de sécurisation de l'AEP, ça pourrait être une action parmi de la feuille de route qui est englobée dans l'exécution globale de la mise en place de l'Odyssée. Ça fait partie, ça pourrait faire avoir une démarche équivalente, mais voilà, la démarche, elle est beaucoup plus globale, et ça vise à créer une dynamique globale autour de la qualité de l'eau. Donc quel que soit le secteur d'activité, pas seulement les AEP. Sur le deuxième point, démarche englobe effectivement, donc on a une porte d'entrée, en fait, un point d'entrée, c'est le captage prioritaire.
Mais effectivement, ça englobe en fait l'idée générale, c'est d'améliorer la qualité de l'eau sur l'ensemble de la collectivité, et ça concerne évidemment au-delà du captage toute la dimension eau, protection de la ressource en eau sur le territoire. Donc ça, à mon sens, ça englobe voilà, tous les captages. Le dernier point, effectivement, on n'a pas abordé, enfin nous on finance juste un accompagnement à la mise en place de la démarche, mais après tous les financements qui viendront accompagner les actions qui ont été déterminées sur le territoire peut être financé par différents types de financement, que ce soit l'agence de l'eau ou autre type de financement de l'État sur cette démarche. Voilà un petit peu de... Donc c'est à déterminer lors de la construction en fait des actions qui sont sur le territoire, et il y a un volet financement qui pourra être déterminé et puis à étudier dans chaque cas. Merci Sébastien. Ah, il y a une question dans le chat qui vient de nous arriver. Comment la démarche L'eau d'ici intègre les démarches existantes sur les territoires? Sandrine Vatinel là, qui nous pose cette question. Alors c'est plutôt, enfin je dirais, c'est plutôt, je dirais peut-être l'inverse en fait, c'est comment, voilà, dans le haut sein de la mise en place de l'Odyssée, on intègre, enfin tous les dispositifs qui sont mis en place sur le territoire et dans quelle mesure elles peuvent être intégrées. Et si c'est une volonté aussi de la collectivité, enfin après c'est une démarche qui est porté par la collectivité et les acteurs du territoire. Donc, s'il y a volonté d'intégrer tous les dispositifs au sein de l'Odyssée, il y a pas de, il y a une possibilité de le faire. Est-ce que j'aurais bien répondu à la question? On va le savoir bientôt, Sébastien. En attendant, il y a une autre question qui nous arrive. Vous avez évoqué le développement de filières dans le cadre du projet. En avez-vous déjà identifié des potentiels? Avez-vous de tels exemples passés? Alors, je sais que notamment par exemple, il y a un appel à projet qui a été lancé par l'agence de l'eau sur les BNI. Donc, il peut y avoir voilà, ce type de projets qui peuvent être mis en place. Il y a des filières, notamment Miscanthus, qui ont été très développées dans le nord de la France, dans le cadre pour l'amélioration de la qualité de l'eau. Il y a voilà, ces types de filières qui peuvent être mises en place dans le cadre de cette démarche-là, et dans le cadre et particulièrement dans la partie agricole. Après, il y a sur d'autres territoires, il y a d'autres expériences qui ont été mises en place et que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site en fait sur Alter, hein, qui fait un observatoire régional sur les actions et les projets qui ont permis un petit peu de développer et d'améliorer un certain nombre de choses sur le territoire en particulier, que ce soit pour la qualité de l'eau ou le développement d'activités filières autres et durables. Alors, j'allais dire une autre question, mais en fait, c'était donc Damien qui te remerciait, Sébastien, de tes explications. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste à peu près un peu moins de 5 minutes. Donc, David Marquis du CIEVO, dispose-t-on de la liste ou d'une cartographie des captages prioritaires en BFC? Ah, ça, c'est une question pour toi, Sébastien. Oui, on les connaît. On a la cartographie, d'ailleurs, elle est sur ma présentation, donc vous avez la localisation un petit peu de tous les captages prioritaires qui existent en fait sur le territoire. On la voit effectivement là. C'est bien ça la question. Oui, je pense que c'était effectivement la question. D'autres questions
Une question sur la cartographie des captages prioritaires, c'était pour une raison bien précise ou est-ce qu'il y avait une autre question derrière cette question-là, en fait, de la part de David Marquis? Peut-être, Hélène, pardon. Oui. Antoine, peut-être cette cartographie, c'est l'occasion de rappeler, Sébastien, que la démarche de l'Odyssée, son esprit, c'est justement de ne pas l'imposer aux 138 captages prioritaires, mais que ce soit une démarche qui vienne des territoires. C'est précisément l'idée de trouver des alliances territoriales et une mobilisation territoriale plus importante. Donc, je pense que l'ADREAL et l'ARS auraient pu faire l'inverse, c'est-à-dire dire bon, bah, on prend les 136 captages et on applique un modèle, et ce n'est pas du tout l'esprit dans lequel c'est réalisé. Donc, c'est aussi l'occasion de dire que c'est plutôt l'inverse. Il faut qu'il y ait une mobilisation qui émane d'abord d'une volonté des territoires et des élus pour que la démarche l'Odyssée fonctionne, se mette en place et fonctionne. Voilà. Voilà, effectivement, David nous dit que c'était pour connaître l'étendue des collectivités concernées et Stéphane Parra nous dit qu'ils relaieront donc cet appel de projet via le site du département de l'eau du Doubs. Merci beaucoup. Quels types de PCI sont visés pour candidater, nous demande donc Sébastien Ravet de la Bresse-Bourguignonne. Il n'y a pas de ciblage spécifique, c'est toutes les collectivités qui ont un captage prioritaire. Et surtout, en fait, comme disait Hélène aussi, c'est la volonté de vouloir protéger en fait sa ressource en eau sur son territoire. C'est avant tout en fait pas de ciblage. On n'a pas identifié. On sait que sur l'ensemble en fait du territoire, il y a des problématiques sur les captages prioritaires. On peut les cibler très facilement. Mais en fait, avant tout, et la première approche qu'on a, c'est la volonté qu'ont les élus, de vouloir protéger cette ressource-là et de porter ce projet-là. Alors, on est dans le money time, là, quasiment, comme on dit en sport. On a deux questions. Une nous demandant si l'accompagnement dans la démarche Odyssée peut être porté par plus qu'une seule collectivité. Et une autre question de Clotilde Desfosses de la DDT 71. Est-ce que les collectivités concernées ont été informées du lancement de l'appel à projet? Oui, alors, enfin, sur cette dernière question, oui, toutes les collectivités ont été informées de cet appel à projet. On a fait un listing de toutes les collectivités de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, a priori, ils sont tous informés. Et puis, sur le projet, il n'y a pas de règles définies sur de comment on peut construire en fait tout le projet. Et l'essentiel, c'est d'avoir une volonté des différentes collectivités pour mettre en place le projet. Donc, plus il y a de collectivités qui sont motivées, plus on peut avoir un projet qui est conséquent sur le territoire. Cela étant, voilà, ça nécessite du coup une prise de conscience sur l'organisation, la mise en place de ce projet-là sur l'ensemble des territoires, la coordination que ça nécessite, les moyens humains, enfin voilà, c'est tout ce qui peut engendrer la mise en place et l'association de collectivités qui peuvent être mises en place sur ce territoire. Mais effectivement, s'il y a plusieurs collectivités qui souhaitent mettre en place ce projet-là sur leur territoire, c'est de déterminer voilà, comment juridiquement qui porte l'action et comment on met en place l'action de façon concrète sur le territoire. Après, ça peut fonctionner sous forme de convention, etc. Voilà. Merci Sébastien. Alors, je crois que j'ai peut-être une autre question. Non, c'est tout le temps là, c'était la dernière. Donc voilà, est-ce que Hélène, Simon, Sébastien, vous souhaitez peut-être ajouter une petite précision avant de se quitter? Ou est-ce que... On vous attend nombreux pour répondre à l'appel à projet. Voilà, merci d'avoir participé à ce webinaire. Ça montre un petit peu l'intérêt que ça peut apporter. Et puis, j'espère avoir plein de réponses sur l'appel à projet. Je suis
Et je suis à votre disposition pour voilà pour expliquer et intervenir si nécessaire en fait dans le cadre de collectivités qui ont besoin d'encore plus d'explications ou des éléments sur ce dispositif-là. Il n'y a pas de souci. On peut mettre en place un certain nombre d'informations et de réunions pour mettre en place ce dispositif-là chez vous. Donc n'hésitez pas à me contacter et à me demander à poser des questions si vous en avez d'autres par ailleurs. Voilà, merci beaucoup de votre intérêt. Merci Simon. Donc c'est l'heure de vous quitter. J'ajouterai juste une dernière petite chose en complément. Il y a toute d'informations, le réseau capteur, donc vous le savez, organise un certain nombre de rendez-vous. Et il y a 2 rendez-vous en plus, évidemment, des 1er et 2 octobre, donc les ateliers de l'eau que vous avez d'ores et déjà notés en rouge et en caractère 50 dans votre agenda. Mais donc à venir, mardi 21 mai à 9h30, il y a un café capteur avec Hélène Levieille, qui est coordinatrice technique à Bio-Bourgogne-Franche-Comté, conseillère grande culture. Et puis le jeudi 27 juin à 9h30, un autre café capteur, donc avec Delphine Ducœur-Joly, chargée de mission territoire bio à la FNAB. Vous aurez tout ça bientôt dans la nouvelle newsletter qui paraîtra début mai, et on reviendra sur ces informations dans le réseau capteur. Merci beaucoup d'avoir été nombreuses et nombreux avec nous. Et puis on vous retrouve avec grand plaisir les uns et les autres dans les actualités du réseau capteur. Et puis sur le terrain, il y a 2 questions qui viennent d'arriver dans le chat. Alors exceptionnellement, je vais ouvrir le chat pour voir ce qu'il en est. Hop, merci, c'est des merci. Donc merci, voilà. Merci encore une fois à toutes et tous et à très bientôt en tous les cas. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous, au revoir.